Mais ma crainte ici, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons le Congo qui est presque divisé aussi en deux blocs. Vous avez une partie qui est occupée par l'agresseur et vous avez la majorité aussi du territoire national qui est dirigée par le gouvernement de Kinshasa. Nous savons très bien que ce n'est pas Nanga ici. Par contre, c'est le Rwanda et tous les supplétifs et toutes les mains noires qui sont derrière les Rwandais. Okay. S'il faut qu'il y ait dialogue, nous disons, le président de la République, la gouvernance actuelle va dialoguer avec d'autres acteurs politiques qui sont de ses côtés, qui est géré par le pouvoir central, par le gouvernement de Kinshasa. Donc, dialogue à l'interne. Il y aura dialogue en interne. Mais est-ce que vous croyez que s'il faut élargir ce dialogue avec ceux qui sont dans le camp de l'agresseur, la première question, ils n'auront pas leur propre agenda. Ça sera un agenda de l'agresseur. Or, nous savons, nous décrions tous les jours ici l'infiltration qui est passée par le mixage, brassage, et ça nous a amené à l'affaiblissement de notre système de défense ou bien notre système de sécurité où nous sommes totalement infiltrés et nous observons du jour le jour des trahisons en interne. Et si on acceptait de dialoguer avec le camp de l'agresseur, c'est-à-dire nous allons mettre à la balance les revendications qui vont nous amener encore à prendre un nombre important des acteurs politiques non congolais, acceptez-moi le terme parce que c'est ça la vérité, qui sont de ces côtés-là, qui vont se retrouver dans notre camp ce que le chef avec refuse. une mission que nous connaissons. Ça ne sera pas pour aimer le Congo, mais pour nous mettre encore demain après demain dans une situation chaotique, parce que n'oublions pas que le régime passe, mais le pays restera toujours Congo. Demain après demain, après Félix Tshisekedi, ils auront quelle attitude par rapport à leur mission principale? Vous vous souviendrez, nous sommes en 98. La guerre du RCD éclate en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, plus de 27 ans après, nous assistons à un même théâtre sur le sol congolais, toujours avec le même acteur qui est le Rwanda. Vous croyez si avec le RCD, on nous a infiltrés à 20%, maintenant avec AFC et M23, le pourcentage d'infiltration risque d'augmenter et c'est le Congo qui sera en péril. D'où la nécessité d'être vigilant, la nécessité d'être trop regardant dans ce que nous voulons faire aujourd'hui pour ne pas compromettre l'avenir de ce pays demain, tout en sachant que l'idée de la balkanisation reste la motivation principale de tous ceux qui envient notre terre, de tous ceux qui envient le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo. Et pour affirmer ce que j'ai dit ici, lorsque vous prenez la configuration administrative aujourd'hui, des entités qui sont gérées par ce que vous appelez rébellion, mais que nous nous appelons agression, bien agresseur, de Bunagana jusqu'à Goma, tous ceux qui sont les gestionnaires des entités sont d'origine rwandaise, parce que nous devons nous le dire. Et les exemples sont légion. Vous prenez aujourd'hui la ville de Goma, en commençant par les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les maires et même certains administrateurs, ou bien bourgmestres, dirais-je, de la ville de Goma, sont des Rwandais. Et je n'invente rien ici. Vous aviez suivi l'interview de celui qu'on nous a présenté par l'agresseur comme gouverneur de Goma. Faire son interview en Kinyarwanda. Et qui l'interroge ou bien qui fait l'interview comme journaliste? Une journaliste rwandaise. Vous voulez encore qu'on vous parle dans quelle langue du ciel pour comprendre que le pays est en péril? Voilà pourquoi nous disons, nous avons nos problèmes internes, il est vrai. La gestion du pays aussi n'est pas dans la sainteté. Tout comme ailleurs à travers le monde, il n'y a jamais eu une gestion qui est saine. Il y a toujours des petits problèmes. Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord mettre nos problèmes de côté, s'unir comme un seul homme et s'organiser de façon à défier l'ennemi? Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir 1 million d'hommes courageux ou bien de femmes qui peuvent entrer dans l'armée avec un esprit de la loyauté à la patrie et faire la guerre contre les Rwandais
et mettre fin à l'hégémonie rwandaise et mettre fin à la folie du régime de Kagame. Comptons pas seulement sur la solution diplomatique, et je me dis aussi que ça doit être une diplomatie d'attaque, une diplomatie guerrière, une diplomatie qui sait anticiper les événements. Mais c'est le deuxième volet qui est plus important et qui peut nous amener à la solution la plus rapide. Nous savons aujourd'hui que le Rwanda nous fait la guerre. Pourquoi ne pas faire aussi la guerre au Rwanda? Je le démontre ici d'une manière la plus simple. Qu'est-ce qui nous empêche? De la manière la plus simple. Le Rwanda a toujours dit que le Congo hébergerait ce qu'on appelle FDLR sur son sol et qui constitue une menace pour les Rwandais. Mais qui oublie aussi que les Rwandais hébergent certains Congolais qui nous font la guerre et qui constituent une menace pour la République démocratique du Congo. Si les Rwandais ont le courage, l'audace, la capacité de venir chercher les FDLR en République démocratique du Congo, que nous aussi nous puissions constituer une force, d'aller chercher des forces, ce qui menace la stabilité, la tranquillité de la République démocratique du Congo et qui se trouverait sur le sol rwandais. C'est ça qu'on appelle la réciprocité et ça va nous amener au respect mutuel. Nous plairons aujourd'hui, il y a eu plus de 3000 morts à Goma, selon les rapports qui nous ont été donnés. Mais lorsqu'il y a un rapport pareil, soyez sûrs, il faut multiplier ça par 10. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir à Goma. Et ce qui est grave aujourd'hui, les jeunes gens ont difficile à circuler aujourd'hui à Goma parce qu'on les prend de force pour les amener au front sans formation avec l'objectif d'exterminer les Congolais davantage et laisser le couloir à ceux qui veulent venir occuper nos terres pour qu'il n'y ait plus de défense en interne. Voilà l'idée et les manœuvres qui sont mises en place. N'oublions pas d'interroger l'histoire sur ce qui s'était passé à Kisangani, où nous avons des armées. Et les deux armées aujourd'hui sont encore actives en République démocratique du Congo, les Rwandais et l'Ouganda, qui ont endeuillé et tué systématiquement. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas le danger qui est au Sud Kivu. Vous savez que le Sud Kivu est frontalier avec le Burundi, le Sud Kivu est frontalier avec le Rwanda. Or, entre le Rwanda et le Burundi, c'est chien et chat. Pourquoi chien et chat? Kagame, toujours dans ses manœuvres de velléité, il a voulu imposer la même chose au Burundi, où il présentait une communauté X, Imatutsi, pour dominer la majorité Hutu qui est au Burundi. Coup de chapeau, les Tutsis burundais ont compris qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de Paul Kagame pour déstabiliser notre pays. Tous nous sommes burundais, nous devons former un bloc. Et aujourd'hui, ils ont créé une barrière farouche contre les Rwandais. Imaginez-vous dans le cadre aujourd'hui de mutualisation des forces. Si ils arrivent à Bukavu, ils arrivent dans une partie frontalière avec le Burundi, où le Rwanda a la facilité de se ravitailler et d'approvisionner ses militaires, le Burundi aussi a la facilité de se ravitailler et d'approvisionner ses militaires. Vous voyez le degré de massacre qu'on va connaître au Kivu. Donc les champs de bataille, ce sera... Les champs de bataille seront houlés et ceux qui vont mourir, ce sont les Congolais. Mais je crois que cela ne peut pas nous faire reculer. Si cela arrivait, il est temps que nous puissions aussi défier les Rwandais en entrant à Tchangougou, Kamembe et arriver jusqu'à Kigali, faire partir ce régime qui risque de laisser les Rwandais dans une mauvaise position conflictuelle avec les autres pays alors que nous devons vivre en harmonie. Nous disons au jour d'aujourd'hui, ne comptons pas ni sur l'Union européenne, ni sur la communauté internationale, encore moins sur nos pays voisins. Mais parmi les pays voisins, parmi certains pays de la région et de la sous-région, il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent marcher avec nous. Nous disons, cela, nous les traiterons comme des amis. Mais au-delà de ça, il est temps que nous-mêmes, nous puissions nous organiser. Qu'il y ait un Mamadou Ndala qui puisse s'élever au niveau de la ligne de front
il peut être un Mouzalendo, il peut être un commandant de nos FRDC parce que nous savons qu'ils ont la force. Tout à fait. Et de rester dans la ligne de conduite du président de la République qui a dit que nous savons aujourd'hui notre ennemi et nous savons aujourd'hui son comportement et le Congo est agressé. Et lorsqu'un pays est agressé, le pays agressé a quelle obligation? C'est de se défendre. Et nous devons nous défendre aujourd'hui. Et c'est ça la position, c'est ça la solution que les Congolais attendent de ceux qui gouvernent, de ceux qui sont détenteurs de la puissance publique, mais en même temps, la responsabilité ici est générale. Que vous soyez civil ou bien militaire, vous avez intérêt d'accompagner notre système de défense et que la jeunesse puisse prendre la responsabilité d'entrer dans l'armée, encourager les Wazalendo qui sont en train de se battre pour la cause noble de la terre de nos ancêtres, de ne pas reculer, d'accompagner le président de la République jusqu'à la victoire suprême, jusqu'à la victoire de bouter dehors l'ennemi. Et il y aura un temps où nous allons nous regarder maintenant en face comme Congolais, là où il y avait des petits soucis, comment nous pouvons les régler et que le Congo avance, que le Congo reste dans l'entièreté de toute sa superficie, afin qu'un maître ne parte pas, ne puisse pas être pris par l'envahisseur ou l'agresseur qui est connu, les Rwandais. Je dis à vous qui êtes branchés, bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. La situation de l'Est, hier, il y a eu échange entre les pères des églises et le chef rebelle Corneille Nangaa et sa bande. Vous êtes sans ignorer que le prince des églises avait commencé déjà des consultations ici à Kinshasa au pays. Eh bien, ça se poursuit, s'il fallait le dire. Eh bien, hier, c'était avec M23 et AFC. Les voix s'élèvent dans la classe politique congolaise. Il y a de ceux-là qui pensent que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Il y a de ceux-là qui estiment même que c'est une trahison dans le chef de père des églises. D'où Nangaa, M23, AFC. Ce sont des groupes de gens qui sont qualifiés par certains comme des terroristes, d'où il n'y a pas lieu de négocier ou encore d'échanger avec ces derniers. Qu'adviendra-t-il? C'est ça la question qui taraude l'esprit des Congolais en ce moment et nous allons bien évidemment vous donner des éclairages par rapport à ça. Kinshasa hausse les tons pour décrier et pour condamner ce qui se passe, violation de cessez-le-feu. On fait allusion ici aux accords de Luanda. Il y a peu, les chefs d'État venaient de se rencontrer via les sommets conjoints entre l'EAC et SADC au niveau des Tanzanie. Eh bien, les rebelles ont violé encore l'accord, ils continuent à attaquer les positions de nos forces armées. Voilà pourquoi Kinshasa exige jusqu'ici les sanctions vis-à-vis du Rwanda qui malheureusement n'arrive toujours pas. Nous allons vous parler de tout ça, donc comprenez que nous parlerons de la situation sécuritaire et surtout cette démarche, comme j'ai dit à l'entame, entamée plutôt par le père des églises en termes de dialogue ou encore échange. Est-ce que ça aboutira? Est-ce qu'on peut dire que ça peut donner lueur d'espoir ou bien c'est du surplace, c'est du déjà vu, d'où il faut l'éviter. S'il faut lever d'autres options, que devrions-nous faire, nous, Congolais? Quelle attitude que Kinshasa devrait en principe appliquer pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est? Mais alors, en notre temps, on va vous dire que le combat se poursuit. Alors, je m'en vais saluer mon invité, le tout premier déjà avec nous sur ces plateaux, en la personne de maître Jean-Louis Massimango, qui est le secrétaire général de son parti politique qu'on appelle le Mpassa. Et nous attendons l'arrivée de Yves Badjogo au nom des décidés, au nom de la Mouka. Il va se joindre à nous dans les minutes suivantes et ensemble, les bateaux rompus, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer le tout premier invité, CG Massimango Jean-Louis. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, bon jeudi. C'est toujours un plaisir lorsque je suis sur votre plateau. Mais vous remarquerez, ces derniers moments, je suis sur votre plateau avec une configuration de quelqu'un qui est attaché à la patrie, quelqu'un qui est totalement en désaccord avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais en même temps nous dire, nous qui sommes du côté du pouvoir, nous devons nous remettre en cause et voir comment mettre en place une nouvelle stratégie de guerre, une nouvelle stratégie diplomatique, une nouvelle stratégie de gestion du pays. Je n'ai jamais cessé de le dire ici, tant que nous ne ferons pas la guerre contre l'envahisseur, contre les Rwandais qui présentent double casquette. D'un côté, les Rwandais se disent être défenseurs d'une ethnie qui est censée être une ethnie congolaise,
et que c'est le Rwanda qui doit venir défendre cette ethnie ou cette tribu en République démocratique du Congo. Mais lorsque vous interrogez l'histoire de la démographie de la République démocratique du Congo, vous réaliserez que nous avons des tribus qui sont à la fois à Brazzaville et ici à Kinshasa, mais ces tribus n'ont jamais constitué le pont de guerre entre Brazzaville et Kinshasa. Nous avons des tribus qui sont à la fois en Angola et en RDC. Ces tribus n'ont jamais constitué les leviers pour le déclenchement de la guerre en République démocratique du Congo. Nous avons des tribus qu'on retrouve en Zambie, au Burundi et presque avec les 9 pays voisins. Mais comment expliquer que 30 ans après, le Rwanda est le symbole de la criminalité régionale ou sous-régionale et le symbole des génocidaires à travers le monde, si nous pouvons le dire ainsi, parce que n'oubliez pas que la guerre aujourd'hui que nous avons en République démocratique du Congo est en train de prendre à la fois une configuration régionale et une configuration mondiale, où nous aurons des blocs en Afrique et des blocs sur le plan international. Vous avez aujourd'hui les blocs de l'EAC et vous avez les blocs de la SADC. Vous avez d'un côté l'EAC, même si nous y sommes, mais qui soutient l'agresseur, avec toutes les velléités que nous connaissons. Mais vous avez aussi SADC de l'autre côté, qui nous vient au secours, parce qu'on estime que le Congo a trop pleuré, le Congo a été massacré par son peuple et le territoire est en train d'être menacé. Mais vous avez en même temps le monde occidental, avec les impérialistes que nous connaissons, en commençant par l'Union européenne, la France et consorts, qui sont dans le bloc aussi du soutien de l'agresseur. Mais vous avez aussi ceux qui pensent qu'il faut voir aujourd'hui le contexte international avec un autre regard, à la tête la Russie. Et en Afrique, vous savez que l'Afrique du Sud fait partie aujourd'hui de ces blocs-là, qui se disent que... Même la Russie serait avec le Rwanda. Qui se disent que, je ne sais pas les confirmer ici, tant que la Russie n'a pas encore donné sa position claire, telle que nous connaissons avec l'Union européenne, Russie, qui finance, Turquie, et puis voilà, finance les Rwandais au vu et aussi de tout le monde. Vous avez les États-Unis et les autres. Mais je me dis actuellement, au-delà de tous ceux qui peuvent nous venir au secours, le Congo ne peut compter que sur son propre effort, son organisation interne et se débarrasser de l'ennemi. Et l'ennemi ici, c'est le Rwanda. Il est vrai, dans le discours de ceux qui gèrent, ceux qui sont détenteurs de la puissance publique, nous disent que nous ne pouvons pas déclarer la guerre contre le Rwanda, mais nous oublions que tacitement, nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. Le M23, AFC de Nanga, on peut tout nous dire, mais je crois que c'est le Rwanda qui est derrière ces gens. C'est l'Ouganda en même temps, avec qui nous croyons être en coopération jusqu'à aujourd'hui, une coopération hypocrite au détriment du bien-être du Congo, et y compris le Kenya, qui donne une figure ouverte, mais derrière cette figure ouverte, il y a un main de soutien total aux velléités, je disais tout à l'heure ici, du Rwanda. Voilà un peu la décoration que nous pouvons déjà planter par rapport à la situation sécuritaire. En attendant, nous restons disponibles à répondre à toutes les questions pour l'intérêt supérieur de la nation. Vous venez de présenter les tableaux par rapport à la situation de l'Est, par rapport à vos entendements, par rapport à vos analyses, mais il y a de ceux-là qui sont d'avis avec vous. Allons à l'essentiel. Parlons de ce qui se fait, en fait, ce qui se passe en ce moment au pays, dans la partie Est évidemment. Les prêtres des églises, ou encore le père des églises, ont entamé des consultations. C'était ici à Kinshasa. Il y a certains Congolais qui pensent que la voie n'est pas bonne. Il y a de ceux-là qui estiment que cette voie peut également nous sortir de l'impasse, ou encore nous faire sortir de l'impasse, voulais-je dire. Hier, c'était un tête-à-tête entre le père des églises et le responsable de la rébellion, de cette rébellion, Corneille Nangaa et sa bande, comme j'ai dit il y a peu. Les responsables de cette agression. Soit. Je voudrais bien que ça soit considéré comme une agression et pas une rébellion. Alors, à Kinshasa, dans le chef de politique que vous êtes, il y a de ceux-là qui taxent, qui qualifient les pères des églises comme des traîtres. Il y a des milliers qui disent que c'est une trahison, vu ce qui se passe au regard de nombre de morts qu'on a pu enregistrer. Il n'y a pas lieu de négocier ou encore d'échanger avec Nanga. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes un secrétaire général d'un si grand parti politique qu'on appelle Mpasa,
quelle lecture ou encore quelle analyse faites-vous par rapport à la situation? Pensez-vous qu'il y a lieu d'échanger ou de négocier avec Nanga, ou bien il faut lever d'autres options? Je ne cesserai pas de rappeler à mes compatriotes que nous sommes africains, nous sommes bantous, et le dialogue doit être permanent lorsqu'il y a un problème qui est né dans la société. Mais est-ce qu'il faut-il dialoguer pour dialoguer et compromettre l'avenir de nos enfants de demain après-demain? Je dis non. Je m'en vais directement, je l'avais déjà dit sur votre plateau ici, que je soutiens la démarche de nos pères spirituels. Ah, vous soutenez au moins. Si cette démarche peut seulement nous amener à la solution. Mais ma crainte ici, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons le Congo qui est presque divisé aussi en deux blocs. Vous avez une partie qui est occupée par l'agresseur et vous avez la majorité aussi du territoire national qui est dirigée par le gouvernement de Kinshasa. Nous savons très bien que ce n'est pas Nanga ici. Par contre, c'est le Rwanda et tous les supplétifs et toutes les mains noires qui sont derrière les Rwandais. Okay. S'il faut qu'il y ait dialogue, nous disons, le président de la République, la gouvernance actuelle va dialoguer avec d'autres acteurs politiques qui sont de ses côtés, qui est géré par le pouvoir central, par le gouvernement de Kinshasa. Donc, dialogue à l'interne. Il y aura dialogue en interne. Mais est-ce que vous croyez que s'il faut élargir ce dialogue avec ceux qui sont dans le camp de l'agresseur, la première question, ils n'auront pas leur propre agenda. Ça sera un agenda de l'agresseur. Or, nous savons, nous décrions tous les jours ici l'infiltration qui est passée par le mixage, brassage, et ça nous a amené à l'affaiblissement de notre système de défense ou bien notre système de sécurité où nous sommes totalement infiltrés et nous observons du jour le jour des trahisons en interne. Et si on acceptait de dialoguer avec le camp de l'agresseur, c'est-à-dire nous allons mettre à la balance les revendications qui vont nous amener encore à prendre un nombre important des acteurs politiques non congolais, acceptez-moi le terme parce que c'est ça la vérité, qui sont de ce côté-là, qui vont se retrouver dans notre camp C'est ce que le chef avec refuse. une mission que nous connaissons. Ça ne sera pas pour aimer le Congo, mais pour nous mettre encore demain après demain dans une situation chaotique, parce que n'oublions pas que le régime passe, mais le pays restera toujours Congo. Demain après demain, après Félix Tshisekedi, ils auront quelle attitude par rapport à leur mission principale? Vous vous souviendrez, nous sommes en 98. La guerre du RCD éclate en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, plus de 27 ans après, nous assistons à un même théâtre sur le sol congolais, toujours avec le même acteur qui est le Rwanda. Vous croyez si avec le RCD, on nous a infiltrés à 20%, maintenant avec AFC et M23, le pourcentage d'infiltration risque d'augmenter et c'est le Congo qui sera en péril. D'où la nécessité d'être vigilant, la nécessité d'être trop regardant dans ce que nous voulons faire aujourd'hui pour ne pas compromettre l'avenir de ce pays demain, tout en sachant que l'idée de la balkanisation reste la motivation principale de tous ceux qui envient notre terre, de tous ceux qui envient le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo. Et pour affirmer ce que j'ai dit ici, lorsque vous prenez la configuration administrative aujourd'hui, des entités qui sont gérées par ce que vous appelez rébellion, mais que nous nous appelons agression, bien agresseur, de Bunagana jusqu'à Goma, tous ceux qui sont les gestionnaires des entités sont d'origine rwandaise, parce que nous devons nous le dire. Et les exemples sont légion. Vous prenez aujourd'hui la ville de Goma, en commençant par les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les maires et même certains administrateurs, ou bien bourgmestres, dirais-je, de la ville de Goma, sont des Rwandais. Et je n'invente rien ici. Vous aviez suivi l'interview de celui qu'on nous a présenté par l'agresseur comme gouverneur de Goma. Faire son interview en Kinyarwanda. Et qui l'interroge ou bien qui fait l'interview comme journaliste? Une journaliste rwandaise. En Kinyarwanda. Vous voulez encore qu'on vous parle dans quelle langue du ciel pour comprendre que le pays est en péril? Voilà pourquoi nous disons, nous avons nos problèmes internes, il est vrai. La gestion du pays aussi n'est pas dans la sainteté.
tout comme ailleurs à travers le monde, il n'y a jamais eu une gestion qui est saine. Il y a toujours des petits problèmes. Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord mettre nos problèmes de côté, s'unir comme un seul homme et s'organiser de façon à défier l'ennemi? Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir 1 million d'hommes courageux ou bien de femmes qui peuvent entrer dans l'armée avec un esprit de la loyauté à la patrie et faire la guerre contre le Rwanda et mettre fin à l'hégémonie rwandaise et mettre fin à la folie du régime de Kagame? Quand vous parlez de l'enrôlement au sein de l'armée, est-ce qu'à nos jours, nous avons quel problème au sein de l'armée? Effectif, les hommes, ou bien l'organisation au niveau de l'armée qui pose problème? Première question. Deuxième question, au regard de ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous préconisez en termes de solutions? Comment on peut s'y prendre pour pallier à la situation? En même temps, le même M23, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment Kabila avait fait à son temps, en 2013, pour rendre ces mouvements moins nuisibles qu'aujourd'hui? Parce que nous avons comme l'impression que l'histoire se répète. Vous avez la parole. Je voudrais commencer par la deuxième question. Je ne suis pas porte-parole de l'ancien régime ici, mais je ne sais pas ce qu'il y avait comme conciliable dans la gestion du régime passé pour observer la paix à laquelle vous faites allusion à l'époque. Je ne sais pas si c'était acheté à quel prix ou bien par quel mécanisme. Mais au-delà de ça, comme fils de ce pays, qui n'a que le Congo comme patrie, qui n'a que le Kivu comme province d'origine, qui n'a que le territoire de Chabunda comme territoire natal, aujourd'hui envié par ceux qui ont des idées expansionnistes de prendre non seulement nos richesses, mais prendre aussi notre terre, je crois que la seule option, la seule voie de sortie, c'est de rester dans le principe qui veut la paix prépare la guerre. Et vous serez d'accord avec moi. Nous avions été partout à travers le monde. Félicitations. La diplomatie est en train d'amener son petit apport pour dévoiler d'abord à la face du monde que Kagame est impliqué totalement dans le massacre qui se passe au Congo, ce qui est une bonne chose. Et coup de chapeau à notre ministre d'État des Affaires étrangères, qui est dans tous les fronts possibles pour démontrer à travers le monde que le Congo aujourd'hui, c'est le plus grand bastion du massacre des fils et filles de la République démocratique du Congo et dont le sang réclame vengeance, appui et accompagnement de la communauté internationale pour mettre fin et stopper la barbarie du siècle d'un régime connu, d'un personnage connu qui est Paul Kagame. Voilà pourquoi nous disons, nous devons prendre conscience de ces dangers. Donc, comme solution à la première question que vous aviez posée, ne comptons pas seulement sur la solution diplomatique, et je me dis aussi que ça doit être une diplomatie d'attaque, une diplomatie guerrière, une diplomatie qui sait anticiper les événements. Mais c'est le deuxième volet qui est plus important et qui peut nous amener à la solution la plus rapide. Nous savons aujourd'hui que le Rwanda nous fait la guerre. Pourquoi ne pas faire aussi la guerre au Rwanda? Je le démontre ici d'une manière la plus simple. Qu'est-ce qui nous empêche? De la manière la plus simple. Le Rwanda a toujours dit que le Congo hébergerait ce qu'on appelle FDLR sur son sol et qui constitue une menace pour le Rwanda. Mais qui oublie aussi que le Rwanda héberge certains Congolais qui nous font la guerre et qui constituent une menace pour la République démocratique du Congo. Si le Rwanda a le courage, l'audace, la capacité de venir chercher les FDLR en République démocratique du Congo, que nous aussi nous puissions constituer une force, d'aller chercher des forces, ce qui menace la stabilité, la tranquillité de la République démocratique du Congo et qui se trouverait sur le sol rwandais. C'est ça qu'on appelle la réciprocité et ça va nous amener au respect mutuel. Nous plairons aujourd'hui, il y a eu plus de 3000 morts à Goma, selon les rapports qui nous ont été donnés. Mais lorsqu'il y a un rapport pareil, soyez sûrs, il faut multiplier ça par 10. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir à Goma. Et ce qui est grave aujourd'hui, les jeunes gens ont difficile à circuler aujourd'hui à Goma parce qu'on les prend de force pour les amener au front sans formation avec l'objectif
d'exterminer les Congolais davantage et laisser le couloir à ceux qui veulent venir occuper nos terres pour qu'il n'y ait plus de défense en interne. Voilà l'idée et les manœuvres qui sont mises en place par l'agresseur. Deuxième chose, n'oublions pas d'interroger l'histoire sur ce qui s'était passé à Kisangani, où nous avons des armées. Et les deux armées aujourd'hui sont encore actives en République démocratique du Congo, les Rwandais et l'Ouganda, qui ont endeuillé et tué systématiquement. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas le danger qui est au Sud Kivu. Vous savez que le Sud Kivu est frontalier avec le Burundi, le Sud Kivu est frontalier avec le Rwanda. Or, entre le Rwanda et le Burundi, c'est chien et chat. Pourquoi chien et chat? Kagame, toujours dans ses manœuvres de velléité, il a voulu imposer la même chose au Burundi, où il présentait une communauté X, Imatutsi, pour dominer la majorité Hutu qui est au Burundi. Coup de chapeau, les Tutsis burundais ont compris qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de Paul Kagame pour déstabiliser notre pays. Tous nous sommes burundais, nous devons former un bloc. Et aujourd'hui, ils ont créé une barrière farouche contre les Rwandais. Imaginez-vous dans le cadre aujourd'hui de mutualisation des forces. Si ils arrivent à Bukavu, ils arrivent dans une partie frontalière avec le Burundi, où le Rwanda a la facilité de se ravitailler et d'approvisionner ses militaires, le Burundi aussi a la facilité de se ravitailler et d'approvisionner ses militaires. Vous voyez le degré de massacre qu'on va connaître au Kivu. Donc le champ de bataille, ce sera... Le champ de bataille sera houlé et ceux qui vont mourir, ce sont les Congolais. Mais je crois que cela ne peut pas nous faire reculer. Si cela arrivait, il est temps que nous puissions aussi défier les Rwandais en entrant à Tchangougou, Kamembe et arriver jusqu'à Kigali, faire partir ce régime qui risque de laisser les Rwandais dans une mauvaise position conflictuelle avec les autres pays, alors que nous devons vivre en harmonie. Nous avons assez écouté ce genre de discours, qu'il faut faire la guerre contre le Rwanda. Il y a des déclarations par-ci, par-là. Vous avez parlé de la diplomatie. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je venais de lire le tweet de l'ancien patron de la MONUSCO, Martin Kobler, pour ne pas les citer, qui exige même des sanctions vis-à-vis des Kagame et aussi de son pays, le Rwanda. Mais la réalité est autre. On continue à nous tuer, vous l'avez si bien dit. On continue à nous menacer, c'est la réalité. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment, au regard de tout ce qui se passe, de réagir? Aujourd'hui, vous avez dit à l'entame ici que vous soutenez cette démarche de Père des Églises en termes de négociations, si seulement ça va nous amener au bon port. Mais sinon, c'est comme si on est abandonné, c'est comme si on ne sait plus par où commencer, et on regarde et que la situation nous dépasse. C'est l'impression que ça donne d'après certains. On sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Vous avez l'histoire de la Palestine et d'Israël qui date des siècles et des siècles, mais au nom des rattachements à la terre, les gens continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Congo est en train de traverser ce qu'il traverse, mais au nom de la patrie, au nom de la terre, l'ennemi ne nous prendra jamais notre sol, hérité de la colonisation, où nous savons que nous n'avons que le Congo comme Congo qui doit rester au Congolais, et le Rwanda doit rester au Rwandais. L'Ouganda doit rester aux Ougandais, et nous devons respecter mutuellement nos frontières telles qu'héritées de la colonisation. Il est vrai, vous parlez de la solution, qui est le souci majeur aujourd'hui de l'ensemble des Congolais, qui aimeraient voir vite cette guerre se terminer et mettre fin à ces rêves de la folie, de la grandeur, de la criminalité du régime rwandais. C'est ça le souhait des Congolais. Mais nous disons, la guerre a ses méandres, la guerre a ses stratégies, mais la plus grande chose à retenir ici, la guerre sera longue et populaire et nous finirons par la vaincre parce que le Congo n'a jamais été dans un autre pays pour voler les biens de ce pays ou bien pour prendre les territoires de ce pays. Mais nous savons dans notre multiplicité ethnique, la cohésion nationale doit être au centre de notre démarche pour barrer la route à l'ennemi. La cohésion nationale, on en parlera, mais à quand la réplique promise l'autre fois par le chef de l'État? Je ne suis pas dans le secret stratégique de nos forces armées. Je ne suis pas non plus dans le cabinet du président de la République par rapport à la riposte qui était
proposé ou bien annoncé aux Congolais, mais je sais bien que nos forces armées, ceux qui sont encore loyaux à la patrie, les Wazalendo, les défenseurs de notre sol, resteront unis pour défendre la patrie. Et vous voyez les images, chez moi au Sud Kivu, comment dans tous les territoires les gens sont mobilisés pour barrer la route à l'envahisseur, pour barrer la route à l'agresseur. Nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas de souci de gestion. Nous sommes dans l'Union sacrée. On a vu certaines tribus, certains poids politiques, comme ils s'appelaient, prendre la part du lion dans le partage du pouvoir. Mais est-ce qu'il faut-il rappeler cela en ce moment-ci où le pays est agressé? Nous disons non. Mais c'est le moment aussi que ces gens qui se précipitent à avoir la part des lions dans le partage du pouvoir nous montrent leur patriotisme et attachement à la patrie. Parce que si le Congo est balkanisé aujourd'hui, si le Congo aujourd'hui entre en esclavagisme par un petit pays soutenu par les grandes puissances, ils iront encore réclamer ce pouvoir où? Donc il est temps que et nous autres qui n'avions rien eu, nous soyons unis et que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons. Heureusement pour nous, sur ces plateaux, vous représentez l'Union sacrée. Vous êtes Union sacrée, par-dessus tout, secrétaire général de ce grand parti politique qu'on appelle Mpassa. Sinon, le pouvoir en place. Un petit ajout. Il est vrai, je suis de l'Union sacrée, mais ici, vous me recevez comme secrétaire général d'un parti politique qui s'appelle Mpassa. Voilà. Et au-delà d'être dans l'Union sacrée, Mpassa a sa position. Moi, comme patriote, j'ai ma position. Je vous ai dit ici, nous pouvons aller au ciel, descendre à l'enfer, aller à gauche et à droite. Un belliquet n'écoute jamais la parole, mais un belliquet écoute la force des armes à feu, c'est-à-dire la guerre. Voilà pourquoi nous avions dit, pendant que les autres pensent qu'il faut s'accrocher aux démarches diplomatiques, nous nous disons en même temps, il faut s'organiser sur terrain et faire la guerre contre les Rwandais. Ah ben, ça c'est ce que vous dites, mais du moins, vous représentez le régime, je me répète, vu la réalité, vu la situation, vous proposez quoi concrètement à la population, concrètement à la nation par rapport à la réalité? Nous sommes à 2 mètres et je crois que vous aviez bien saisi mon message. Mais votre question, c'est une insistance pour que les Congolais comprennent encore davantage notre position. Nous disons au jour d'aujourd'hui, ne comptons pas ni sur l'Union européenne, ni sur la communauté internationale, encore moins sur nos pays voisins. Mais parmi les pays voisins, parmi certains pays de la région et de la sous-région, il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent marcher avec nous. Nous disons, ceux-là, nous les traiterons comme des amis. Mais au-delà de ça, il est temps que nous-mêmes, nous puissions nous organiser. Qu'il y ait un Mamadou Ndala qui puisse s'élever au niveau de la ligne de front. Il peut être un Mouzalendo, il peut être un commandant de nos FRDC parce que nous savons qu'ils ont la force. Tout à fait. Et de rester dans la ligne de conduite du président de la République qui a dit que nous savons aujourd'hui notre ennemi et nous savons aujourd'hui son comportement et le Congo est agressé. Et lorsqu'un pays est agressé, le pays agressé a quelle obligation? C'est de se défendre. Et nous devons nous défendre aujourd'hui. Et c'est ça la position, c'est ça la solution que les Congolais attendent de ceux qui gouvernent, de ceux qui sont détenteurs de la puissance publique, mais en même temps, la responsabilité ici est générale. Que vous soyez civil ou bien militaire, vous avez intérêt d'accompagner notre système de défense et que la jeunesse puisse prendre la responsabilité d'entrer dans l'armée, encourager les Wazalendo qui sont en train de se battre pour la cause noble de la terre de nos ancêtres, de ne pas reculer, d'accompagner le président de la République jusqu'à la victoire suprême, jusqu'à la victoire de bouter dehors l'ennemi. Et il y aura un temps où nous allons nous regarder maintenant en face comme Congolais, là où il y avait des petits soucis, comment nous pouvons les régler et que le Congo avance, que le Congo reste dans l'entièreté de toute sa superficie, afin qu'un maître ne parte pas, ne puisse pas être pris par l'envahisseur ou l'agresseur qui est connu, les Rwandais. Alors, la cohésion nationale, parlons-en, parce que vous l'avez évoqué, mais nous avons l'impression, comme si cette agression vient de diviser
ou de séparer encore l'union sacrée et davantage. Hein, ça tire à boulet rouge entre les militants de l'UDPS, disons les choses clairement, et les chefs des partis politiques. Ici, on peut citer Vital Kamerhe, on peut citer Bahati Lukwebo, alors que les chefs de l'État, par contre, prônent pour la cohésion et l'unité nationale. Que peut-on nous comprendre par rapport à ça, du fait que vous êtes également union sacrée? Le mal restera toujours mal et le bien restera toujours bien. Personnellement, j'ai suivi un cadre du parti présidentiel, un allié au sein de l'Union sacrée, faire des propos de menaces et des menaces de mort. Et c'est ici l'occasion de condamner ça fermement, que nous ne pouvons pas être en guerre contre un pays agresseur et nous fragiliser entre nous. Et nous fragiliser entre nous. Je crois que la justice est déjà saisie de cette affaire et il faudrait que le responsable de ces propos puisse répondre de ses actes. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le président de la République et nous nous fragilisons encore en interne entre alliés alors que c'est le moment où nous devons être totalement unis. Nous savons que Vital Kamerhe, parce qu'il s'agit de lui, c'est un allié du président de la République. C'est un membre du Présidium. C'est le symbole de la deuxième institution du pays. Tout à fait. Il est le président de l'Assemblée nationale. Donc, quelque part, il mérite respect et considération. Et il ne peut pas être victime des menaces de qui que ce soit, surtout lorsque nous savons que nous avons un ennemi en face de nous. Et les frustrations entre nous peuvent nous conduire à des fissures. Nous refusons ces comportements. Nous les condamnons et je crois aussi que c'est l'occasion de rappeler aux responsables des partis politiques qui sont avec nous dans l'Union sacrée, à mon collègue, l'honorable le député Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, d'avoir un langage ferme aux communicateurs de l'IDPS qui doivent prôner en ce moment-ci l'unité et non la division. Et avoir un langage du respect vis-à-vis des alliés. Et je crois que c'est ça que le président de la République attend de tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, au lieu de nous fragiliser en interne. Quand le président de l'Assemblée nationale dit que qui vous était attaqué ou en danger, le chef de l'État ne va pas balkaniser, permettre à ce qu'il y ait balkanisation de la RDC, plutôt il va négocier avec le rebelle. Il n'avait dit que la vérité. C'est sur base de propos. Moi, je ne suis il y a pas... une réplique. Je n'aimerais pas réagir par rapport à la négociation avec le rebelle, mais au moins la parole de Vital Kamerhe. Les porte-parole de l'armée, par contre, nous dit clairement qu'il n'y avait pas menace au niveau de Kivu et que l'armée... Non, je crois que les gens qui réagissent dans ce sens-là ne connaissent pas bien le Kivu. Vous avez l'avantage de parler avec un fils de cette province-là. Quand nous parlons de Minova, Minova est dans quelle province? Si ce n'est pas dans le sud Kivu. Minova est dans quelle province? Même si ces gens-là n'avaient pas encore pris Calais, ou bien n'avaient pas encore pris Iusi. Mais quand la guerre se livre à Iusi, nous allons dire la guerre est où? En Ituri? La guerre est où? En province orientale? La guerre est au Maniema? C'est au Sud Kivu. La guerre est au Sud Kivu. Et nous savons que Kagame ne gire que sur le Sud Kivu. Mais nous lui rappelons que le Sud Kivu n'est pas le Nord Kivu. Le Sud Kivu a été toujours une province de résistance, où la population se confirme pour défendre la terre et qui ne pense pas que la même aventure qu'il a livrée au Nord Kivu, que nous condamnons d'ailleurs, qui va faire la même aventure au Sud Kivu. Et pour moi, c'est une opportunité de rappeler aux fils et filles du Sud Kivu, nous n'avons que le Sud Kivu comme terre, nous n'avons que la République démocratique comme pays, vous devez vous constituer un bastion de résistance, comme vous l'avez toujours fait. Nous savons la mobilisation qu'il y a à Fizi. Nous savons la mobilisation qu'il y a à Uvira. Nous savons la mobilisation qu'il y a à Mwenga. La mobilisation qu'il y a à Chabunda. La mobilisation qu'il y a à Walungu. La mobilisation qu'il y a à Kabare. La mobilisation qu'il y a à Calais. Là où même l'envahisseur est en train de menacer. Et je crois que cette aventure ne passera pas. Si les Rwandais entrent à Bukavu, que les Congolais aussi entrent au Rwanda. Quelle connotation donnez-vous à la négociation? Ici, on ne parle pas de dialogue, mais plutôt de négociation. La négociation, ici, le président de la République a toujours été clair et je crois que nous soutenons cette position.
S'il faut négocier, nous devons parler avec les Rwandais. Et en parlant avec les Rwandais, il y a des préalables et des questions qui doivent lui être posées. Premièrement, qu'il nous dise ce qu'il avait oublié au Congo et qu'il aimerait venir récupérer. Est-ce qu'il y a-t-il des questions que nous manquons? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il nous avait donné comme dette que nous lui devons? Troisième chose, pourquoi il veut endeuiller la République démocratique du Congo, qui risque d'être déclenchée comme une guerre régionale et sous-régionale? Vous aviez suivi le président burundais. J'ai dit même à nos frères brazzavillois ici, qui se réjouissent de voir Kagame venir acheter des hectares et des hectares. Mais ça, c'est un danger permanent pour les générations futures de ces pays, parce qu'ils ne savent pas bien les Rwandais, ils ne savent pas bien Kagame. Aujourd'hui, ils peuvent penser que c'est quelqu'un comme panafricaniste, de bonne foi, qui arrive à Brazzaville pour faire l'agriculture. Demain, après-demain, ça sera autre chose. Nous avions eu la chance d'étudier un peu. Qu'on interroge dans la gestion de nos institutions traditionnelles. Il y avait un régime qu'on appelait semi-nomadisme féodal, où il y avait la cohabitation de deux grandes couches sociologiques, les Imatutsi et les Ruutu. Demandez dans le pays de la région des Grands Lacs comment les idées de velléité que nous subissons aujourd'hui ont commencé. Et Brazzaville peut se réjouir parce qu'il n'est pas frontalier avec les Rwandais, mais demain après-demain, Brazzaville va pleurer. Voilà pourquoi il faut rester attaché, soutenir la République démocratique du Congo, qui veut arrêter, avant qu'il soit tard, la folie des dirigeants rwandais. Que direz-vous de ce que fait le VPM, sa réaction en termes de mobilisation, VPM de transport, bien sûr, je cite Jean-Pierre Bemba, qui mouille son maillot pour sensibiliser les jeunes que nous sommes dans les différentes provinces, question de les motiver davantage de s'enrôler au niveau de l'armée. Comment vous analysez cette prise de position plutôt? Je crois qu'il ne fallait pas seulement se limiter à Jean-Pierre Bemba, les VPM des transports. Il fallait encourager, ici il faut encourager tous ceux qui poussent nos jeunes compatriotes d'entrer dans l'armée, de se préparer pour combattre l'ennemi. Et il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Il y a même... Mais par rapport à cette mobilisation, votre parti politique, il me passe à qu'est-ce que vous avez fait déjà au cours? Nous le faisons, je vous dis moi-même, je suis de Kivu, allez interroger à Chabunda. Nous n'avons pas l'habitude de prendre la télévision comme l'espace de publicité de nos actions sur terrain lorsqu'il s'agit de défendre la patrie. Allez demander dans les territoires de Chabunda. Il a fallu seulement un seul message de mon président national et de nous autres ici qui sommes attachés à la patrie. Vous arrivez dans les chefs-lieux du groupement de Bassid, qui est d'ailleurs mon groupement au niveau de Kigouloube, on vous dira comment les jeunes gens de ces territoires sont mobilisés pour venir en appui à nos FRDC. Et n'oubliez pas, interroger l'histoire de Raïa Mutomboki, interroger l'histoire de Maï Maï, qui avait défié les RCD, accompagnés aussi par les Rwandais à l'époque. C'est pour vous dire que nous ne dormons pas. Nous sommes en train de veiller la conscience collective des Congolais pour barrer la route à l'ennemi. Et je disais tout à l'heure, il ne faut pas seulement se limiter à Jean-Pierre Bemba, il faut encourager tout le monde. Parce que ça risque de créer aussi une frustration. Il y a d'autres qui se donnent au même exercice, mais vous focalisez tout sur un individu en oubliant les autres. Vous aviez suivi ici le ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, Fokamaïk, qui avait mobilisé des milliers de personnes. Vous aviez suivi le Stade de Founou. Voilà. Vous aviez suivi le vice-gouverneur, Maître Jean-Jacques Elakano, du Sud Kivu, qui a été dans les Fizi, qui a été à Ouvira, qui a été dans les hauts plateaux, pour donner un message d'espoir, de réconfort et un message d'éveil patriotique. Avec les résistants comme Yakotumba, le général Guidon, ainsi de suite, tous ceux qui se battent dans la forêt pour défendre la patrie, mérite notre soutien, mérite notre encouragement, mais en même temps, j'en profite, comme venait de le dire aussi, de dire courage au VPM Jean-Pierre Bemba pour le travail qu'il est en train d'abattre, mais n'oublions pas aussi, lorsque nous demandons aux gens d'aller s'enrôler, d'aller combattre l'ennemi, il faudrait que cela soit accompagné par un bon moyen logistique. Ces gens-là doivent manger, ces gens-là doivent être équipés. Il ne faudrait pas se limiter à donner le message et lorsqu'il faut être pragmatique par rapport aux moyens, vous refusez de signer
parce que vous avez la gestion des finances, par exemple, dans vos mains. Et il est temps, il ne faudrait pas seulement attendre l'apport de l'État. Nous savons tous ces classiques. Et accordez-moi ici le temps de les citer. Vous avez le présidium là de l'Union sacrée qui nous dirige. Vous allez dire que chacun parmi eux manque même $1 million, $1 million, $1 million de contribuer pour donner à nos FARDC. Nous l'avions vu avec des entreprises comme OGFREM, ainsi de suite, qui contribuent. Mais il est temps de montrer maintenant leur patriotisme. Aller toucher dans les millions qu'ils ont et de mettre ça à la disposition de l'armée. Je crois que ça va motiver encore la population davantage et ça sera un bon réconfort pour le président de la République où il va se dire réellement, je suis bien accompagné, je suis bien entouré par les gens qui se sacrifient, non seulement à m'accompagner dans la gestion, mais mettre à la disposition aussi de nos voyants militaires, de nos voyants Wazalendo, les moyens financiers pour leur permettre d'aller se battre sur les champs de bataille en ayant à quoi manger, le ravitaillement, les munitions, les médicaments et tout ce qui est comme équipement militaire. Quelle doit être notre attitude, nous qui sommes Congolais, si demain on arrivait à mettre hors l'état de nuire ou encore hors de nos territoires, voulais-je dire plutôt le M23? Nous devrions avoir quelle attitude, nous le Congolais, pour que ces genres de situations ne puissent plus se répéter, quoi. C'est un très bon message. Je suis heureux que vous puissiez poser cette question. Mais elle ne peut pas être hypothétique, elle devrait être une affirmation. Que d'ici peu, quand nous allons mettre hors état de nuire l'ennemi, nous aurons quelle attitude? Ça sera l'attitude de satisfaction. L'attitude de joie parce que nous avions milité pour une cause juste. Mais en même temps, je rappelle souvent aux Rwandais, Kagame ne restera pas éternel au pouvoir. Il peut faire tout ce qu'il fait. Mais la force de la nature, la mort finira par lui prendre. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. La mort finira par prendre Kagame un jour. Mais il laissera les Rwandais dans quelle position par rapport à la cohabitation pacifique des pays frontaliers. Mais je suis convaincu que les Rwandais sont dans une situation de prise en otage. Tellement qu'il y a la dictature sanguinaire au Rwanda, ils ne savent pas comment dénoncer ces comportements criminels, ces comportements belliqueux de leurs chefs. Mais je sais qu'il y aura un moment où ils seront libérés de cette oppression, de quelqu'un qui veut mettre en péril non seulement les Rwandais, mais l'Afrique dans son ensemble, et même créer une guerre au niveau mondial, parce que les blocs risquent de se confronter à cause de ce que nous avons en République démocratique du Congo. Pour terminer, mon message est simple. Ne perdons pas espoir que nous puissions nous assumer. N'attendons pas la solution ni de gauche ni de droite, mais la solution ne peut provenir que du centre que nous sommes nous-mêmes pour dire à Kagame trop c'est trop et que les millions de Congolais qui sont tombés gratuitement, qui sont tombés à cause de la mauvaise volonté d'un individu, puissent s'arrêter et vivre en paix et voir comment le Congo peut être développé et servir aussi pour l'épanouissement de l'Afrique et du monde entier dans son ensemble. Alors, on va se quitter. Vous avez répondu par rapport à ma dernière question en rapport avec l'attitude qu'ils devrions avoir après avoir anéanti les M23, mais vous avez parlé plus de l'attitude interne. Mais la question était aussi par rapport à l'attitude externe, ce qui dit vis-à-vis de nos voisins, des pays qui nous entourent. Hein. Si aujourd'hui on arrivait à anéantir les M23, comment allons-nous si on arrivait à anéantir les Rwandais et pas les M23, si on arrivait à anéantir les Rwandais, nous serons en paix avec tous les autres voisins et je crois qu'il fera beau vivre en Afrique centrale. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier pour l'appel. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de